généralement précoce. Et le mécanisme se fait par une baisse du nombre total de cellules du fœtus. Donc, à l'examen, on a une altération homogène du poids, de la taille et du PC, un aspect harmonieux proportionné, une maigreur importante, un aspect de peau fripée, une pâleur d'intéglement. La vigilance est parfaite. Fermez vos micros. La vigilance est parfaite et il y a une hypotonie qui est marquée. L'indice pondéral est normal généralement chez les enfants souffrant de retard de croissance intra-utérin harmonieux. Dans le retard de croissance intra-utérin asymétrique ou dysharmonieux, le début est généralement tardif. Le mécanisme se base sur une baisse des réserves fœtales. Le poids est souvent très faible, la taille et le périmètre crânien sont proches de la normale. Le nouveau-né est long, maigre, avec une taille relativement grosse par rapport au tronc, une peau plissée et l'indice abaissé. Le diagnostic différentiel peut se faire avec la prématurité hétérophe, devant un âge gestationnel inférieur à 37 semaines d'aménorrhée, devant l'aspect morphologique et l'aspect neurologique. Bon, sur le plan de diagnostic de retardement, nous avons des complications immédiates et tardives. Comme complication immédiate, on a l'anneau cérébrale périnatal, on a l'inhalation méconiale qui se manifeste généralement par une détresse respiratoire ou une HTAP. Sur le plan métabolique, on a l'hypoglycémie néonatale avec une glycémie qui est généralement inférieure à 0,45 g par litre. On a une hypocalcémie qui apparaît de manière précoce dans les 72 heures postnatales avec une calcémie inférieure à 80 mg par litre. Sur le plan hématologique, on a une polyglobulie, une bronchopénie, une leucopénie et troubles de l'hémostase. Sur le plan hépatologique, on a l'utère, la cholestase prolongée. Et sur le plan digestif, on a une entérocolite utéro-nécrosante. On a aussi des complications infectieuses. Les complications tardives, nous avons sur le plan endocrinien l'obésité, le diabète et autres complications telles que l'hypertension artérielle, la maladie coronarienne, les maladies rénales chroniques, les maladies neurodégénératives et psychiatriques. Là, nous avons un schéma qui montre les différents facteurs qui sont en bleu et en rose, on a les différentes complications tardives qui peuvent apparaître en orange. Et en rose, on a les organes qui sont les plus atteints. Et en rose, on a les différentes complications tardives. Diapo, mamie. Donc, le diagnostic étiologique. Pour le diagnostic étiologique, nous allons commencer par une enquête étiologique qui sera plus importante avec l'interrogatoire. À l'interrogatoire, on va rechercher les antécédents de retard de croissance intra-utérin, de mort fœtale, d'hypertension artérielle chez la maman, de nephropathie, de tabagisme ou d'alcoolisme, de toxicomanie, de prise médicamenteuse, d'infection congénitale, de diabète mal équilibré, de prise de poids au cours de la grossesse. Sur le plan l'examen paraclinique, on va faire une sérologie biliaire, on va faire une amniosynthèse, une biopsie de villosité choriale à la recherche d'anomalies du cariotype et de virus. On va faire l'écho-doppler à la recherche des étiologies vasculaires, à savoir le doppler artère utérine, le doppler de l'artère ombilicale fœtale, le doppler au niveau cérébral. Les différentes étiologies, on a les étiologies maternelles, à savoir l'âge inférieur à 20 ans et supérieur à 35 ans. Le faible niveau socio-économique, la malnutrition maternelle, lorsque la maman a un IMC inférieur à 18,100, l'hypertension artérielle poursémie gravidique, l'anémie chronique, la drépanocytose, les cardiopathies, le paludisme ou le lupus. On a aussi les malformations utérines, les fibromes, on a des intoxications au tabac, à l'alcool et au thé. Les causes placentaires, on a la chorioangiome, le placenta prévia, les anomalies du cordon, l'ischémie placentaire, l'involution précoce. Les causes fœtales, on a l'aberration chromosomique, les syndromes malformatifs, les infections telles que les torches, les paludismes,
les grossesses multiples, la post-maturité et les causes idiopathiques qui sont généralement très rencontrées aussi. Donc, on doit savoir que lorsqu'on a en face d'un patient, on a déjà déterminé qu'il a un retard de croissance intra-utérine symétrique ou harmonieux, on doit éliminer généralement les causes génétiques et les infections congénitales. Mais lorsque c'est un retard de croissance intra-utérine asymétrique ou disharmonieux, c'est une insuffisance placentaire qui est beaucoup plus incriminée. La prise en charge. Au cours de la grossesse et de l'accouchement, la prise en charge va s'accentuer sur l'évaluation et la surveillance clinique écomorphologie et Doppler, le traitement des pathologies maternelles. On doit rechercher les antécédents de prééclampsie inférieurs à 34 semaines ou de retard de croissance intra-utérine d'origine vasculaire. Dans ces cas, on va administrer de l'aspirine à 100 mg par jour avant la 16e semaine d'aménorrhée. On doit éviter toute toxicité d'entraver la croissance fœtale. Si la mère est en danger, fait une interruption de grossesse. Si le retard de croissance intra-utérin est sévère, au-delà de 34 semaines, envisager l'extraction du fœtus. La prise en charge néonatale. La prise en charge hospitalière, les critères d'hospitalisation sont le poids de naissance inférieur à 1800 grammes, l'âge gestationnel inférieur à 34 semaines d'aménorrhée, l'incapacité de s'alimenter et si le nouveau-né est malade. À l'accueil de l'enfant, on doit lutter d'abord contre l'hypothermie, soit en le mettant dans un incubateur sur une table chauffante ou en faisant les soins kangourous. On doit veiller sur la sepsie. On doit diagnostiquer et prendre en charge les complications. Donc, lorsqu'on reçoit l'enfant, on doit d'abord faire piquer le destro pour voir s'il n'y a pas d'hypoglycémie. La prise en charge nutritionnelle, l'alimentation est précoce et prudente. Pour les enfants, les nouveaux-nés ayant un poids de naissance souffrant de retard de croissance intra-utérine avec un poids de naissance inférieur à 1200 grammes, pour un âge gestationnel inférieur à 30 semaines d'aménorrhée, on va commencer par du sérum glucosé 10% en IV. Si le patient, le nouveau-né est stable, on va commencer le gavage à la cuillère et dès que le réflexe de succion est présent, on donne le 5. Pour un enfant avec un poids de naissance entre 1200 et 1800 pour un âge gestationnel entre 30 et 34 semaines d'aménorrhée, on commence initialement par le gavage à la cuillère ou à la tasse après 1 à 3 jours. Et maintenant, si le reflet de succion est présent, on le met directement au sein. Pour un poids de naissance supérieur à 1800 grammes, pour un âge gestationnel supérieur à 34 semaines d'aménorrhée, l'alimentation au sein, une cuillère ou une tasse si suspicion de succion non satisfaisante. Après, lorsque la succion est satisfaisante, on passe au sein. Il y a la supplémentation vitaminique et martiale. On va donner le fer à raison de 2 mg kg à partir du 8e jour. La vitamine K1, 1 mg à la naissance. La vitamine A, 1000 unités internationales par jour. La vitamine D, 400 unités internationales par jour. La prise en charge à domicile. Il y a des enfants qui naissent avec un retard de croissance intra-utérin, mais qui n'ont pas de... Il n'y a pas de critères d'hospitalisation chez eux. Là, on va montrer à la maman comment faire un soin kangourou et lui préciser que l'enfant doit toujours porter un bonnet et des chaussons et lui montrer comment alimenter l'enfant au sein. Il faut rappeler que l'alimentation maternelle est la plus importante chez les enfants souffrant de retard de croissance intra-utérin. Pour la prévention, on a la prévention primaire qui est